Parfait. Donc, bonjour et bienvenue à la présentation du cas fiscalité. Je vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débutez votre présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide du clavardage lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Vous pouvez également suivre le temps sur le lien coucou qui sera envoyé dans le clavardage. Donc, c'est moi qui vais vous envoyer le lien. Le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation. Suite à votre présentation, cependant, vous serez envoyé dans un breakout room. Ça ne va pas être le cas pour vous, puis je vais juste arrêter l'enregistrement. Le jury bénéficiera d'une période de questions de 10 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pourriez débuter. Bonne présentation. Merci. Merci. Bonjour, mon nom est Chloé Fortin, je suis CPA auditrice CA et je suis co-auteure du cas aujourd'hui. Donc, voilà. Enchanté. Bonjour, Bruno Dumontier, fiscaliste, planificateur financier. Je suis juge pour le cas d'aujourd'hui. Bonjour, mon nom c'est Valérie Boudreau. Je suis fiscaliste, aussi coprésidente du comité Jeunes fiscalistes de la Fondation canadienne en fiscalité. Donc, bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci, nous aussi. Parfait. Donc, c'est qui va partager son écran? Oui, ça va être moi. Donc, je t'inviterai à le faire. Je vais vous envoyer le lien coucou en attendant. Tu peux juste me donner un instant. Et voilà, donc vous pouvez y accéder sur votre écran. Et c'est quand vous êtes prêts. Ça va bien, j'essaie de... Un test de clic, oui. Ça. Parfait. Je vais juste faire un test des slides. Je vais passer ça ici. Parfait. Donc, bonjour à vous, chers comités de la haute direction. Alors, nous sommes aujourd'hui présents et je vous présente mon équipe. J'ai composé de Jasmine, Félix et moi-même, Anne-Sophie. Et nous sommes là pour vous présenter les résultats qu'on a eu à travailler sur le dossier, donc aujourd'hui, pour faire cette présentation fiscale concernant toutes les nouvelles modifications dans la loi suite à cette année un peu folle qu'on a eue avec la pandémie. Donc, le sommaire de la présentation d'aujourd'hui. Alors, d'abord, les provisions d'impôts et par la suite, le comité interne pour les ressources humaines vis-à-vis des diverses questions qu'elles avaient de leur côté et également du côté des employés. Puis, nous allons regarder également pour l'avenir de votre nouvel immeuble que vous avez fait construire au centre-sud de Montréal. Alors, nous allons commencer avec ce que vous nous avez demandé concernant les provisions d'impôts, non seulement pour les impôts exigibles, mais aussi pour les impôts différés. Alors, j'ai commencé en faisant une conciliation entre le bénéfice comptable ainsi que le bénéfice imposable. Malheureusement, la conciliation est un peu trop grosse, alors ça va être scindé en deux volets. Premièrement, voici les différences permanentes que nous avons trouvées. La première, en fait, ça va être très simple, ça va être les impôts exigibles, les provisions d'impôts comptables, non seulement exigibles et différés, on va venir les ajouter dans notre conciliation. Pour ce qui est des provisions des mauvaises créances, par le passé, vous y allez avec les créances qui étaient jugées irrécouvrables. Cette année, cependant, vous êtes allé avec un pourcentage de vos comptes à recevoir. Malheureusement, ce n'est pas une méthode qui est acceptée au niveau du fiscal. Donc, on va venir ajouter l'ensemble de la provision qui a été prise. Pour ce qui est de la provision pour litige, encore une fois, on n'est pas 100% convaincu de pouvoir débourser ce montant-là. C'est simplement une provision comptable. On va aussi devoir l'ajouter dans notre conciliation. Pour ce qui est de la réunion aux îles de la Madeleine, en jet privé de votre équipe de vendeurs, bien qu'il y a des fins commerciales et des fins de team building, je peux me permettre l'expression,
on va quand même considérer que c'est une dépense qui est non déductible au fiscal, donc on va devoir venir ajouter l'ensemble du 88 000 de frais déboursés. On a aussi une cotisation de la part de l'Agence du revenu Canada, considérant la règle d'anti-évitement. Étant donné que c'est un montant de pénalité et intérêt, on va devoir l'ajouter, pardon. Et on a les crédits d'impôt que nous pensons recevoir, si je me rappelle bien, c'est pour la recherche et développement. Le crédit va être imposable dès qu'il va être reçu. Si on a un crédit à recevoir, on peut malheureusement, le traitement fiscal est le suivant, on ne peut pas le passer en dépense tout de suite, il va falloir l'ajouter aussi. Donc, on arrive à la première partie. La seconde partie va être les différences temporaires. On va avoir notre amortissement comptable qu'on a trouvé à l'état des résultats, pardon, qui est de 233 000. On va avoir un amortissement fiscal que je vais vous présenter dans la prochaine diapositive qui est très élevé, non seulement en raison des biens incitatifs à l'investissement accéléré, les BIA. On va avoir les différences entre le régime de retraite d'une base comptable et les coûts qui ont réellement été engagés, qui est de 241 000 On va aussi avoir les amortissements de frais financiers qu'on a pris un amortissement de 12 500 au comptable, tandis qu'au fiscal, ça va être déductible sur 5 ans en vertu du paragraphe 21E. Et finalement, pour la provision des garanties des stocks, c'est une différence temporelle aussi que nous devons ajouter. On va donc arriver, pardonnez-moi pour le résultat, mais en fait, ça l'a changé. Le bénéfice, en fait, ça va être une perte de 2 millions. Et étant donné qu'on a des acomptes provisionnels de 1,2 million de dollars, on n'a rien à faire considérant cela. Voici d'ailleurs le tableau d'amortissement que je vous parlais. J'ai fait un peu comme l'annexe 8 d'une déclaration de T2 d'une société. En fait, on a pris les FNAC du début, on a pris les acquisitions, les meubles, on les a mis dans la catégorie 8. Votre logiciel, on l'a mis dans la catégorie 50, ainsi que les équipements pour fabrication et transformation, on les a mis dans la catégorie 53. Une petite explication pour les biens investissements accélérés. En fait, pour la première année, mis à part la catégorie 53 dans notre cas, l'ensemble des biens, donc la catégorie 8 et la catégorie 50 qui ont été acquis, on va pouvoir prendre 150 de l'amortissement sans prendre en considération le demi-taux. Pour ce qui est de la catégorie 53, c'est différent. En fait, on va pouvoir augmenter. En fait, on va pouvoir amortir 100 au net, on va pouvoir amortir 100 de la dépense, ce qui est vraiment bien d'un point de vue fiscal. Donc, on arrive avec une DPA de 8 760 739 et une FNAC à la fin de l'année de 14 477 Je vais passer maintenant rapidement chacun des points d'impôt différé que je vous ai parlé précédemment. En fait, il reste, selon les états financiers, 30 millions d'immobilisation à amortir aux fins comptables. Pour fin fiscale, il reste seulement 14 477 000, comme je l'ai parlé dans la diapositive précédente. On a donc une différence temporaire imposable de un peu plus de 16 millions de dollars qui va être imposé à un taux futur à 26,5 comme il a été mentionné dans le cas. Donc, un très gros passif d'impôt différé pour les immobilisations. Pour ce qui est du régime de retraite, on a pris la base comptable qui est présentée dans le bilan et on a réduit les coûts qui ont été réellement engagés d'un point de vue fiscal. Donc, on va avoir une différence temporaire déductible de 13 000 et appliquée encore une fois au taux de 26,5 un actif d'impôt futur de 3 445 Pour ce qui est des frais financiers, en fait, d'une base comptable, étant donné c'était les frais de financement de 35 000 en passant, considérant la dette de 2 millions de dollars qui a été engendrée cette année, on a déjà amorti 12,5 000 d'un point de vue comptable. D'un point de vue fiscal, il nous reste encore 28 000 à amortir, soit 80 dans le fond du 35 000 On va donc avoir une différence temporelle déductible de 5 500 encore une fois, imposé un taux d'actif futur de 26,5 donc 1 457 Finalement, pour les provisions des garanties des stocks, on a pris une provision de 35 000 au comptable, tel que mentionné précédemment.
On n'a eu aucune signification dans le cas sur des coûts qui ont été réellement engagés au niveau de la garantie des stocks. Donc, en fait, c'est un montant qui reste à amortir simplement aux feuilles comptables. Donc, un passif d'impôt futur de 9 275 dans ce cas-là. Alors, notre solde de passif différé, selon le bilan initial, était chiffré à 779 000 on va être maintenant rendu à un passif d'impôt différé de un peu plus de 4 millions de dollars. En fait, la raison est la suivante, c'est les amortissements, on en a ajouté vraiment beaucoup. Les immobilisations, pardon, on en a acheté vraiment beaucoup cette année. On va donc avoir une écriture comptable à comptabiliser qui est la suivante, passif d'impôt différé au bilan de 3 500 000 et un impôt sur les résultats, impôt différé, qui est une charge au résultat de 3 500 000 $. Donc, maintenant, si on passe ici à quelques considérations qu'on a également eu à faire lors de la conciliation. Donc, au niveau du boni à payer qui n'a non été versé suite au départ du haut dirigeant donc, qui a quitté la compagnie. Et en fait, ce qu'il faudrait faire pour la déclaration 2019, eh bien, c'est un amendement pour pouvoir ajuster justement le montant qui n'a pas été versé et renverser également l'écriture comptable pour ajuster le tout. Par la suite, au niveau des paniers cadeaux offerts à tous les employés, le montant, sont le prorata avec le nombre d'employés que vous avez, ça revenait à un montant de 216 $ par employé, ce qui est permis puisque la limite pour les cadeaux qui sont autres qu'en espèces ou quasi-espèces, en fait, c'est 500 $. Donc, pour ce côté-là, tout est beau. Et pour ce qui est de la location de la loge, en fait, il faudrait vraiment valider ici c'est quoi la justification, en fait, de la dépense pour s'assurer que c'est bel et bien déductible. Et puis, du côté de la portion qui est dépensée au niveau des repas et boissons, c'est à 50 % qu'on peut prendre la déduction. Donc, en conclusion, là, avec tout ce que mon collègue Félix vient de vous expliquer, pour cette année, il n'y aura aucun impôt à payer. Et pour ce qui est de vos acomptes provisionnels, eh bien, vous avez le choix de vous faire rembourser ou bien de les appliquer pour le prochain exercice, donc en 2021. Donc, c'est à votre discrétion. Puis, pour ce qui est des passifs d'impôt différés, bon, il se chiffre à 4,2 millions, comme mon collègue vient d'expliquer. Puis, ça résulte donc surtout de la forte augmentation là, des immobilisations donc, que vous avez acquis au courant de l'année. Et parce que l'amortissement, en fait, il est plus rapide au niveau fiscal co-comptable sur ces immobilisations-là en particulier. On passe maintenant en fait, aux informations nécessaires pour faire le communiqué interne que les ressources humaines ont demandé et pour répondre aux questions qu'ils avaient un peu plus précisément. Il y a plusieurs éléments qu'on va traiter à ce niveau-là, en commençant par l'assurance maladie. En fait, actuellement, vous payez 50 % de cette assurance-là et l'employé paye 50 % et vous vous envisagez de payer en totalité les cotisations d'assurance maladie. C'est ce qui fait en sorte que pour vous, ça va être déductible pour l'employeur à titre de charges sociales et salaires. Et dans le fond, pour l'employé, ça va constituer en fait un avantage imposable. Dans le fond, la portion que vous payez actuellement, le 50 % c'est déjà un avantage imposable pour lui. C'est juste qu'en ce moment, dans le fond, l'avantage imposable va augmenter pour l'employé, étant donné que vous allez payer 100 % de la cotisation et non la moitié. Et de l'autre côté, les prestations que l'employé va recevoir s'il en a besoin sont non imposables puisque l'employé s'est déjà imposé sur un avantage imposable dans le passé. Si on regarde maintenant au niveau de l'assurance-vie et invalidité, en fait, au niveau des assurances-vie, c'est un peu le même principe. Les portions qui sont payées par l'employeur sont un avantage imposable pour l'employé et l'employeur peut les déduire. Par contre, les prestations qui sont versées à l'employé sont non imposables, d'où pourquoi les produits d'assurance-vie ne sont pas imposables, entre autres choses. Et si on regarde maintenant au niveau du régime d'assurance d'invalidité courte durée que vous avez actuellement et vous envisagez en fait de le transformer en longue durée, c'est la même chose. En fait, c'est le contraire. Pour les prestations qui sont payées par l'employeur ne constituent pas un avantage imposable pour l'employé et les prestations versées à l'employé sont imposables. Vous vous questionnez pour la portion qui était de l'assurance-vie, l'assurance invalidité longue durée, pardon. Pourquoi faudrait, en fait, votre assureur vous suggère de payer 100 %, que l'employé paie 100 % pardon, des prestations? En fait, c'est que pour les assurances invalidité longue durée, il y a 2 critères à respecter.
pour que les prestations ne soient pas imposables au niveau de l'employé. Et ces deux critères-là, c'est que l'employeur doit payer à 100% les prestations. Et le second critère, c'est... Il faudrait que je revalide le deuxième critère. Je me souviens, j'ai un blanc de mémoire sur le coup. Mais en fait, quand les deux critères ne sont pas respectés, ça fait en sorte qu'il y a une contamination de l'assurance et de la garantie, ce qui fait en sorte que la prestation devient imposable pour l'employé. Donc, c'est assez... Il faut vraiment s'assurer de respecter ces deux critères-là et c'est pour éviter, en fait, la contamination de la garantie qu'on suggère que ce soit l'employé, que votre assureur vous suggère, en fait, que ce soit l'employé qui paie les prestations à 100%. Si on continue, il y avait le boni versé à l'employé pour la performance. Actuellement, vous avez vraiment seulement un volet qui est vraiment axé sur la performance et c'est un montant, dans le fond, c'est un boni, donc c'est un montant qui est remis en espèces à l'employé et donc ça constitue un revenu supplémentaire pour lui, donc il s'impose sur le montant comme un salaire, un revenu de salaire. On suggère, en fait, pour cette portion-là, de peut-être cotiser à un CELI ou à un REER, ou en fait que l'employé ait la possibilité de vous faire la demande de cotiser le boni à ses REER, ce qui viendrait en fait limiter les impacts fiscaux pour lui. Et pour le deuxième volet, en fait, que vous voulez ajouter au boni qui n'est pas actuellement mis en place, c'est les options d'achat. En fait, il y a quand même une mécanique à considérer au niveau des options d'achat pour un employé parce qu'au moment où, en fait, ça constitue un avantage imposable et la loi a certaines mesures un peu plus spécifiques au niveau des options d'achat pour les employés qui les utilisent. Au moment où que l'employé va exercer l'option d'achat, il n'y aura pas, en fait, de mesures fiscales qui vont s'appliquer. Ça ne sera pas imposable pour lui. En fait, l'employé va vraiment s'imposer sur l'avantage au moment où il va disposer des actions, pas au moment où il va exercer les droits d'option, ce qui est bon à savoir pour l'employé. Au moment où il va vendre les actions et donc il va s'imposer sur l'avantage imposable, en fait, en vertu de l'article 110.1, c'est possible pour l'employé d'avoir une déduction de 50% de l'avantage fiscal, de l'avantage imposable sur lequel il s'impose pour les options d'achat. Ensuite, si on poursuit, il y avait trois questions qui revenaient souvent de la part de vos employés concernant les nouvelles mesures fiscales qui ont été mises de l'avant cette année, notamment au niveau de la prestation canadienne d'urgence. C'est un montant qui est 100% imposable, puis sur lequel il n'y a aucune déduction à la source qui a été prise. Donc, les employés vont falloir qu'ils soient conscients qu'ils vont se faire imposer sur ces montants-là et qu'ils n'ont pas été déduits pour ce montant-là en soi. Et ce qui peut venir causer certains problèmes pour les personnes qui avaient des plus petits revenus, parce que ça peut engendrer des pertes d'avantages fiscaux pour lesquels les personnes à faible revenu ont avantage actuellement. Et évidemment, il y a la question de si la personne qui a bénéficié de la prestation canadienne d'urgence n'était pas admissible à cette mesure-là, bien évidemment, elle peut se faire demander par la RC de rembourser en totalité les sommes qu'il a reçues. Si on passe maintenant au niveau du programme Travail partagé, en fait, c'est un programme de prestation d'emploi. Donc, vous devez avoir cumulé 120 heures assurables pour être admissible à ce programme-là. Et dans le fond, c'est imposable pour l'employé. Et éventuellement, si l'employé a un trop gros revenu, il pourrait en fait se faire demander le remboursement de ces primes-là. On pourrait en parler un peu plus en détail durant la période des questions si vous désirez. Maintenant, si on regarde la dernière question qui était le plus souvent revenue, c'était au niveau des dépenses de télétravail. En contexte de pandémie, les deux autorités fédérales et provinciales ont mis en place un programme de déduction des dépenses en télétravail. Il y a deux méthodes, en fait, qui existent, la méthode simplifiée et la méthode détaillée. Mais en soi, cette méthode-là permet de déduire, si on choisit la méthode simplifiée, une somme jusqu'à 400 $ en déduction dans l'impôt du particulier et au niveau de la méthode détaillée, tous les montants qui vont avoir réellement été payés concernant les dépenses admissibles et calculés au prorata de l'espace occupé en télétravail. Donc, c'est les éléments qu'on a relevés au niveau des RH. Ma collègue Anne-Sophie va poursuivre.
Oui, donc c'est maintenant l'heure de regarder l'avenir de la nouvelle bâtisse que vous avez fait construire au centre-sud de Montréal dans le but de déménager. Malheureusement, vous n'avez pas eu l'occasion de le faire suite à la pandémie, puisque en fait, tout le monde est ou presque le travail en télétravail. Donc, si on regarde la première option, eh bien, c'était de vendre la bâtisse. Vous avez heureusement reçu une très belle offre d'achat qui est d'un montant total de 10 millions de dollars. Alors, si on regarde en fait, qu'est-ce que seraient les conséquences fiscales avec la vente de la bâtisse avec ce montant-là? Eh bien, on a réparti en fait donc, le coût du terrain, on l'a laissé à 800 000 $. Puis pour la bâtisse, on y a ajouté en fait les coûts de démolition de l'ancienne bâtisse qui était sur les lieux, la décontamination du sol, ainsi que les dépenses supplémentaires pour que la bâtisse se conforme aux normes LEED. Donc, on a un coût total de la bâtisse de 7,4 millions environ. Donc, tout ça ici fait qu'on réalise là, un gain en capital imposable de 887 500 $ au niveau de la vente. Donc, si on regarde c'est quoi l'impôt qui sera payé sur ce gain-là, eh bien, avec un taux d'imposition de 26,50 %, on obtient un impôt à payer de 235 000 $ environ. Et donc, suite à cette vente-là, le solde en main qui va vous rester sur le 10 millions de dollars est environ donc 9,7 millions. Et le profit total réalisé, en fait, sur la vente de la bâtisse, considérant tous les coûts pour la construction et tout, ça fait environ 1,5 million. Donc, ça, on compare plutôt avec la deuxième option, de conserver la bâtisse et générer du revenu du loyer. Donc, vous vouliez faire un loyer de 35 000 $ par année plus taxes. Ici, en fait, pour les loyers de revenus potentiels, en fait, ça serait 420 000 $ par année, considérant que vous loueriez 100 % de la bâtisse. Et bien sûr, ici, on n'a pas déduit, en fait, les dépenses qui seraient reliées au coût d'aménagement supplémentaire pour en faire des locaux plus petits, en fait, pour pouvoir louer à plus de personnes. Mais relativement, c'est 420 000 $. Et pour avoir un profit équivalent, en fait, à la vente de la première bâtisse, il faudrait faire une location pour une période d'environ 5 ans. Par contre, la certification LEED a aussi ses avantages si vous préférez conserver la bâtisse. En fait, il y a un crédit d'impôt qui est disponible à ce niveau-là. Ça consomme moins d'énergie et le chauffage est diminué donc de 30 à 70 % sur les dépenses annuelles. Puis, ça a des tendances à se revendre à 8 % plus cher sur le marché. Et ça a également des meilleurs impacts environnementaux, ce qui peut être très bénéfique, en fait, sur la vision de votre entreprise. Donc, considérant, en fait, ces deux offres-là, ici, on vous recommanderait plutôt de conserver, en fait, le bâtiment à Brossard, puis éventuellement, si les conditions le permettent, vous pourriez également déménager, éventuellement, comme vous l'aviez planifié au départ. Donc, c'est ce qui conclut la présentation. Donc, on a regardé les 3 volets que vous nous aviez demandé en mandat. Et nous sommes maintenant ouverts à une période de questions. Merci beaucoup. Donc, donnez-moi juste un instant pour arrêter l'enregistrement.